2 décennies de génocide des Congolais. 2 décennies d'énormes atrocités sur les populations qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent malgré eux au milieu des intérêts qui les dépassent. Je veux juste que la paix revienne et j'espère pouvoir retourner dans mon village avec 1 ou 2 vaches. 2 décennies après, les langues se délient. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, l'Union européenne, les États-Unis se sont mobilisés. L'Ukraine reçoit des armes, des chars, bientôt des avions de chasse, sans doute, et la Russie est gravement sanctionnée, avec comme objectif l'effondrement total de l'économie russe. Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien ? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent. Le mérite revient au peuple congolais ainsi que sa diaspora comme un seul homme se ligue derrière les drapeaux pour dénoncer la guerre injuste qui leur est imposée. Artistes, footballeurs professionnels, tous ont utilisé leur notoriété afin d'être la voix des sans-voix. Faites rimer Kagame, le président rwandais, et Kouagame. Oui, j'en parle, c'est assez brutal, c'est assez violent, mais j'ai trouvé que c'était la meilleure façon d'attirer l'attention sur ce qui se passe au Congo maintenant depuis 30 ans, notamment à l'Est, dans le Kivu. On parle de plusieurs millions de morts. J'ai même pas envie de donner le chiffre, parce qu'à l'heure où on parle, il y a encore des coups de feu, il y a des femmes violées, il y a des enfants massacrés. Ça se passe à l'Est du Congo, notamment pour l'or, le coltan et tout ce qu'on connaît. Et le Rwanda a une grande part de responsabilité là-dedans. Donc j'ai voulu attirer l'attention avec ma musique dans mon album, vu qu'aucun média va m'inviter pour parler de ça ou quoi que ce soit. Donc j'en parle dans mon album. Ben là, c'est fait. Et le plus emblématique fut cette dénonciation des léopards lors de la demi-finale à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, suscitant plusieurs réactions au niveau national et international. Mais les léopards du Congo ont marqué toute la soirée. Les léopards du Congo ont marqué toute la Coupe d'Afrique en un geste. La grandeur n'a pas besoin de 10 gestes. Les léopards du Congo ont démontré que le football est beaucoup plus grand que seulement jouer au ballon. Bref, Bokota. Dans plusieurs médias mainstream, on attribue les causes de la dégradation sécuritaire de la région du Kivu au génocide au Rwanda qui a eu des répercussions majeures sur cette région. Après les génocides, des milliers de réfugiés rwandais, dont certains étaient des membres des milices responsables du génocide, ont fui au Congo. Ces réfugiés ont créé des camps dans la région du Kivu, ce qui a exacerbé les tensions ethniques déjà présentes. Il y a à peine une année, dans la région, il y avait une guerre interethnique où les Hutus, les Tutsis étaient aux prises avec les autochtones. Maintenant, avec l'arrivée massive de ces Rwandais, de ces Hutus rwandais, ça doit poser des sérieux problèmes dans la région du Nord Kivu. Il y aura inévitablement, tôt ou tard, on va avoir des problèmes ici. Il y aura encore des guerres, ça c'est sûr certain. Mais en réalité, toutes les atrocités commises en République démocratique du Congo depuis la conférence de Berlin en 1885 ont toujours été liées au développement industriel bénéfique à l'économie mondiale. Il y a d'abord la grandissante industrie automobile au début du 19e siècle. Pour nourrir l'économie mondiale et faire de l'argent des poches au très honorable roi des Belges Léopold II, ce dernier est allé récolter l'EVA dans son petit champ de plus de 2 millions de kilomètres carrés, matière première principale dans la fabrication du caoutchouc pour les pneus automobiles.
Conséquence, 15 millions de Congolais, soit la majorité de la population congolaise, ont succombé à la barbarie de Léopold II qui, n'ayant jamais mis les pieds au Congo, a cautionné la décapitation des membres du corps de ceux qui étaient chargés de récolter les VA ou même des membres des familles s'ils ne ramenaient pas les quotas exigés. À chaque boom économique de l'industrie mondiale, c'est aux Congolais de payer l'addition. À l'aube des années 1990, la demande des matières premières pour soutenir l'informatique, l'internet et la voiture électrique, industrie florissante des temps modernes, sont les réelles causes de la guerre et de la détérioration de la sécurité dans les Kivu. Et le Premier ministre Édouard Balladur avait voulu que l'opération turquoise soit basée à Goma. Ce qu'il n'avait pas compris et qu'il ne savait pas, c'est que Goma était effectivement l'aéroport qui allait devenir plus tard le point central de trafic des minerais de la République démocratique du Congo. Or, en installant l'opération turquoise à Goma, ce que redoutaient ceux qui avaient soutenu Kagame, c'est que, évidemment, les Français restent là pendant longtemps. Donc, si le président Mobutu demandait aux Français de rester là et de soutenir militairement le Zaïre, eh bien, tous les efforts qui avaient été faits pour mettre Kagame au pouvoir allaient trouver effectivement leurs limites. Les minerais dits stratégiques tels que les coltans, les cobaltes et les lithium, les tantales, indispensables à la fabrication des composants des smartphones, ordinateurs et batteries des voitures électriques, se trouvent principalement dans la région de la RDC, dont elle détient plus de 60% des réserves mondiales de cobalt. Les groupes armés se sont formés pour diverses raisons, notamment pour défendre les intérêts ethniques, revendiquer les contrôles des territoires, sont en réalité l'arbre qui cache la forêt. Curieusement, ces groupes armés ne sont que dans les régions où il y a les carrières minières riches des ressources naturelles de la région. L'exploitation illégale des minerais tels que les coltans, l'or et les diamants a alimenté les conflits et a attiré l'attention des groupes armés et d'acheteurs étrangers tels que les multinationales, voire même des étrangers comme les Chinois, souvent en situations irrégulières et sans aucune autorisation d'exploitation. Cela ne s'arrête pas là. Plusieurs rapports d'ONG internationales, des experts des Nations Unies et de la société civile congolaise affirment que différentes autorités politiques, voire même militaires, sont également impliquées dans les trafics des minerais en soutenant et en entretenant des milices privées. L'ancien président de l'Assemblée nationale en plénière avait même incité ses collègues députés de quitter les groupes armés. Comme vous l'avez compris, considérer que le déplacement massif des Rwandais en 1994 en RDC est à la base de l'insécurité dans les Kivu, c'est accepter l'écran des fumées qu'ont orchestré les Occidentaux, plus précisément les USA et la Grande-Bretagne. Le but était d'imposer une guerre aux Congolais afin de maintenir leur pays dans l'insécurité permanente, avec pour objectif d'avoir non seulement la main mise sur les minerais stratégiques aux futures industrielles florissantes du 21e siècle, mais aussi s'assurer que les Congos puissent rester pauvres pour ne pas qu'ils puissent devenir puissants et tenir tête aux décideurs de ces mondes. Et à l'époque, beaucoup de gens, que ce soit des organisations non gouvernementales ou même certains chercheurs, disaient que le Congo était victime de dégâts collatéraux venus du Rwanda. Et à l'analyse, je me rends compte qu'il n'en est rien. Ce n'était pas du tout un dégât collatéral que subissait le Congo avec cet afflux de réfugiés. C'était tout simplement un plan de déstabilisation du Congo et une volonté de prendre le contrôle non seulement des richesses du Congo, mais également le pouvoir à Kinshasa. En effet, les Occidentaux ne veulent pas commettre l'erreur qu'ils ont fait avec les pays du Golfe, mais aussi la Libye, en leur laissant avoir la main mise sur leur pétrole et établir des relations économiques gagnant-gagnant. Nous avons vu avec les cas des Kadhafi qui s'émancipaient de l'influence occidentale grâce au pétrole libyen, donnant à son pays son autonomie économique et initiant des systèmes panafricains pour fédérer les forces du continent avec la création de l'Union africaine ainsi que le projet d'une monnaie unique panafricaine. Les pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite, les Qatar, les Émirats, qui autrefois avaient signé des traités avec les Américains pour vendre leur pétrole qu'en dollars américains, aujourd'hui devenus très puissants financièrement, se permettent de s'opposer aux géants américains et envisagent de vendre leur pétrole en monnaie russe ou chinoise. Imaginons une seule seconde la RDC en paix et ayant la main mise sur ses ressources naturelles. Imaginons une RDC vendant ses minerais au prix réel, pays dans lesquels toute l'économie mondiale repose car possédant les minerais indispensables pour plusieurs industries présentes et futures. Cette crainte qu'ont les Occidentaux sur l'émancipation de la RDC est la seule et unique cause de la guerre en République démocratique du Congo dans sa partie Est. À leurs yeux, les millions de morts des Congolais n'est rien au regard du danger d'une République démocratique du Congo puissante et prospère.
Si les Occidentaux sont ceux qui tirent les ficelles, qui sont donc les acteurs discrets de la guerre en République démocratique du Congo? Les pays voisins tels que les Rwanda ou l'Ouganda ont également joué un rôle dans les conflits à l'est de la RDC. Ces pays ont soutenu des groupes armés pour servir leurs propres intérêts économiques et sécuritaires. Nous appelons le M23 une fiction qui a été créée par le Rwanda pour donner une couverture à cette agression que le Rwanda a perpétrée. C'est le Rwanda qui contrôle cette partie du territoire. Ce n'est pas le M23. C'est le Rwanda qui contrôle et que nous n'avons pas pu déloger. Accusé de soutenir en matériel de guerre et en hommes au M23, le Rwanda a toujours nié son implication dans la déstabilisation de la RDC. Après avoir été longtemps chouchouté par la communauté internationale, Paul Kagame a toujours joué sur la carte du génocide et de la culpabilité de certains pays occidentaux au Rwanda en 1994. Aujourd'hui, cet argumentaire s'effrite et plusieurs États occidentaux condamnent publiquement les Rwandais. Mais doit-on croire à la sincérité de la communauté internationale? Comme d'habitude, depuis la déstabilisation dans les pays des Grands Lacs en 1994 et précisément en RDC, les Occidentaux ont toujours échoué par la cohérence entre leurs paroles et leurs actions. En effet, ils condamnent les Rwandais et lui disent d'arrêter de soutenir les M23 en public mais en privé. Ils continuent de signer des accords avec les gouvernements de Kigali, notamment la France qui avait signé un protocole d'accord militaire en finançant les Rwandais avec une somme à hauteur de 20 millions de dollars. L'Union européenne a quant à elle signé un accord sur les minerais dits stratégiques avec les Rwandais, sachant que les pays n'en possèdent pas. Nous ne pouvons pas parler uniquement de l'implication des pays voisins sur la situation sécuritaire en RDC. Nous devons aussi responsabiliser les acteurs internes. Nous avions parlé principalement du M23 aujourd'hui, considéré comme groupe terroriste par les gouvernements congolais soutenus par les Rwandais. Mais n'oublions pas que la RDC, ce n'est pas moins de 150 groupes armés, mais qui sont derrière ces groupes armés? Après l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, plusieurs anciens rebelles soutenus soit par l'Ouganda et les Rwandais ont rejoint les gouvernements de l'Union nationale après les accords de Sun City. Ces anciens rebelles n'ont pas seulement intégré la politique du pays en occupant des postes à grande responsabilité dans les institutions, il y a également brassage au sein de l'armée et dans tout l'appareil sécuritaire des renseignements du pays. Ces nouveaux éléments composés non seulement des Congolais mais aussi des personnes aux origines douteuses, disons-le clairement des étrangers, n'hésitent pas soit à donner des armes aux rebelles comme l'ont fait plusieurs autorités militaires, mais également à entretenir des milices privées afin de gérer l'extraction et les commerces illégaux des minerais. Les patriotes au sein de l'armée dénonçaient le fait que l'armée loyaliste n'était pas autorisée à mettre les pieds dans certains territoires nationaux où nous pouvons voir avec des avions qui atterrissent en pleine brousse avec des pistes d'atterrissage pour récupérer les minerais. La mission des Nations Unies au Congo est la plus grande mission pour le maintien de la paix dans le monde en termes d'effectifs d'hommes. Après plus de 2 décennies dans les territoires congolais, la présence de ces casques bleus est remise en question. Accusés de plusieurs bavures telles que les viols et ainsi que les transports des minerais vers les pays voisins, surtout de l'inefficacité pour répondre aux objectifs de leur présence en sol congolais, la présence des casques bleus a commencé à être remise en question. Déjà en son temps, l'ancien président Joseph Kabila a annoncé les processus de retrait progressif des éléments des casques bleus sur les sols congolais. Président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a redemandé le départ de la MONUSCO. Il dénonce l'ingérence de certains gouvernements dans les affaires relevant de la souveraineté du pays, notamment le processus électoral. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. Après plusieurs manifestations de la population pour le déguerpissement total de la MONUSCO, l'actuel président M. Félix Tshisekedi a également adopté la résolution des retraits de la mission onusienne. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire
pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Interrogé sur la question sécuritaire à l'est de la RDC, le secrétaire général M. Guterres a avoué que la MONUSCO était incapable de faire face aux terroristes du M23, des ADF, ainsi que d'autres groupes armés, car selon lui, ils sont mieux équipés avec des armes lourdes. Il y a un programme de réduction progressive de la force qui est accordé avec le gouvernement, mais parlons franchement. Les populations ont le désir et la perspective que les forces onusiennes soient capables de battre les mouvements qui les attaquent et de leur garantir la protection. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et quand on lui pose la question de savoir au final qui arme tous ces groupes armés, le secrétaire des Nations Unies refusa de citer publiquement les noms du Rwanda, renforçant ainsi ses soupçons de complicité de la communauté internationale sur la sécurité et humanitaire catastrophique en RDC, avec plus de millions de réfugiés internes dont les femmes et les enfants sont plus touchés et des victimes des atrocités de cette guerre. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements ? Ils viennent de quelque part. Bon, vous semblez dire oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Depuis son arrivée au pouvoir, Félix Tshisekedi est confronté à une croissance des insécurités dans la partie est de la RDC, mais aussi à l'ouest de Kinshasa. Vous ne le savez pas, il y a 2 ans maintenant que sévit le phénomène Mobondo dans les plateaux de Bateki en pleine capitale congolaise. La milice Mobondo qui commet des épurements ethniques, principalement des Téké, en forçant les habitants à abandonner leur village, un modus operandi de ce que font les rebelles dans les Kivu en appliquant la politique de la terre brûlée. Concernant les Kivu, depuis 2021, les mouvements terroristes des M23 ont refait surface. Entrés par Bunaganda, la ville frontière avec l'Ouganda, les terroristes ont pris plusieurs territoires et localités et aujourd'hui menaçant même d'attaquer la ville de Goma. Plusieurs protocoles d'accord ont été signés entre la RDC et le Rwanda sans aboutir et régler la situation à l'Est. Entre bonne foi et naïveté, le président Tshisekedi a conclu des accords économiques avec les Rwandais en autorisant Rwanda Air de survoler les ciels congolais mais aussi sur l'extraction et les traitements de l'or congolais. Dites-nous en commentaire si c'est une bonne idée pour le président Félix Tshisekedi de signer de tels accords avec les Rwandais voisins. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont libéralisé la parole, ont suscité un éveil des consciences et constitué une forte opinion publique. Il y a d'abord eu une campagne sur les réseaux sociaux avec les slogans Rwanda is killing, où les Congolais ont inondé les pages des réseaux sociaux du Paris Saint-Germain et Arsenal, des équipes tous basées en Europe, et ont suscité la curiosité de certains fans qui se sont penchés dessus et ont commencé à se questionner. Bonjour, je me présente, je m'appelle Thomas, et si je vous parle aujourd'hui, c'est en tant que supporter parisien. Alors, en tant que supporter parisien, pour évoquer ce maillot d'entraînement et tous les maillots d'entraînement en général de mon club, donc du Paris Saint-Germain. Donc, qu'est-ce qui ne va pas avec ces maillots? Donc, c'est pas ce qui se passe à l'avant, c'est ce qui va se passer plutôt à l'arrière, avec notamment ce sponsor Visit Rwanda. Donc, ce sponsor, il interpelle d'une part, parce qu'on peut se demander comment l'Office du tourisme rwandaise, qui n'est pas à mon sens un des pays les plus visités au monde, arrive à sponsoriser un club aussi prestigieux que le Paris Saint-Germain. Et bien en fait c'est mon ami Albert Moukoulou-Boundou de Nouvel An qui m'a expliqué cela, parce que c'est quelque chose qui est très peu médiatisé en France et je voulais vous le partager. Donc en fait, comment le Rwanda arrive à se sponsoriser? Il faut savoir qu'à l'est du Congo, à la frontière rwandaise, le Rwanda en fait soutient les milices armées qui sèment la terreur, où il y a une guerre civile en fait au Congo depuis plusieurs années déjà. Et en fait ces milices, elles ont pour but de piller les sols du Congo qui sont très riches en minerais, donc des minerais notamment le coltan qu'on peut retrouver dans tous les appareils électroniques, que ce soit les smartphones, les ordinateurs, tous les appareils électroniques, notamment dans les voitures en général.
La diaspora congolaise n'est pas en reste. La manifestation contre les cortèges de Paul Kagame à Londres, les Congolais de la diaspora ont toujours manifesté contre la guerre dans leur pays et ont toujours montré leur amour même étant loin de leur terre natale. Nous nous rappellerons du geste patriotique qu'ont fait les léopards de la RDC lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Ces gestes a été repris par plusieurs joueurs d'origine congolaise ou non et ont été à la CAN ou pas après avoir marqué un but en guise de soutien à ce que traverse le peuple congolais. C'est lui qui en a payé les prix fort, c'est l'international congolais Luvumbu qui, après l'avoir fait avec son club dans les championnats rwandais, a vu son contrat résilié et a commencé à recevoir des menaces anonymes sur son compte Facebook par être surveillé par les services de sécurité rwandais. La guerre à l'est de la RDC dans la région du Kivu est un conflit complexe enraciné dans un contexte historique marqué par la colonisation et l'exploitation des ressources naturelles. Comprendre ces contextes est essentiel pour trouver des solutions durables à ces conflits. Le président Laurent Désiré Kabila a affirmé qu'il faut faire la guerre au Rwanda afin que la guerre retourne d'où elle est venue. Son fils Joseph Kabila avait opté pour les dialogues avec les rebelles. Et Félix Tshisekedi dit bien qu'il semblait emboîter les chemins de la guerre frontale avec le Rwanda si nécessaire, bizarrement change des temps et semble privilégier les dialogues avec les Rwandais qu'il considère toujours comme les cerveaux moteurs des terroristes du M23 et refuse catégoriquement de dialoguer avec ces derniers. Au regard de l'histoire et des décisions des différents chefs d'État, quelle est la meilleure position que doit adopter la RDC face à la communauté internationale, mais surtout aux voisins rwandais et ougandais? Doit-on rompre les relations diplomatiques avec l'Union européenne et nos voisins de l'Est? Est-ce qu'intégrer la communauté des États d'Afrique de l'Est était-il bénéfique pour la RDC et les Congolais? Donnez votre opinion en commentaire, vos solutions concrètes pour sortir la RDC de cette situation. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo à vos proches congolais comme étrangers pour leur faire savoir la situation qui traverse la RDC et les Congolais, car l'éveil de la conscience nationale et internationale compte. Mais dites-nous aussi en commentaire quel aspect de la situation sécuritaire à l'Est voulez-vous que nous puissions traiter en profondeur. Nous ferons en sorte de documenter afin de vous fournir les éléments solides et avérés sur la situation en RDC et précisément dans la région du Kivu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et ciao.